Écran partagé. Partagé. Vous voyez mon écran là? On voit ton écran, oui. Un Alors, joli paysage de montagne. oui, c'est pas moi, ça, c'est l'écran. Mais voilà. C'est là où tu es parti en vacances? Non, pas du tout. Même pas. Alors voilà, j'avais fait sous forme de vidéo. Donc moi, la mosaïque, en fait, j'en fais. Est-ce que tu as la possibilité d'agrandir l'image sur ton écran? Oui, attends, j'essaie. Oui. Ah, Ouais. c'est plus sympa comme ça. Super, mieux. Donc en fait, j'ai commencé il y a 5 ans. Du coup, je vous vois plus, hein, mais c'est pas grave. J'ai commencé il y a 5 ans et j'ai pas fait grand-chose finalement si je regarde depuis 5 ans. Mais bref, donc voilà, j'ai commencé par ça. Et je me suis prise au jeu et après, voilà, j'ai continué. Donc, mon fils ayant été dans la marine, voilà, il a eu le droit à son petit bachi. Un bachi, ça s'appelle? Ouais, le béret marin, c'est un bachi. D'accord. Ça, j'avais fait avec des restes de vaisselle voilà, pour faire une petite boule de Noël classique. J'ai fait la crédence de notre cuisine. Alors, quelque chose de très simple, hein, mais voilà, c'était le gros chantier qui m'a pris beaucoup de temps, mais voilà, j'étais contente d'avoir fait ça. Mais j'avais fait vraiment un dessin très, très simple, parce que c'était encore mes débuts aussi. Voilà, une petite table, un numéro de rue, pareil, un fond, centre de table, entre guillemets. Ça, c'était une très, très grande table. Qui est, hein, pas mal ça va vite, ça va vite. Attends, on revient un peu en arrière sur la table. On n'a pas trop eu le temps de... Des fois, ça mérite de passer. Donc ça, c'était une table qui faisait 1,30 m de long sur 90 de large. Une table de salle à manger, quoi, en fait. C'était ça pour très, très bonne amie. Et où j'ai galéré, j'avais trouvé un carrelage extrêmement fin qu'on met, je crois, quand on rénove une salle de bain. Donc, le carrelage était très fin, ce qui me permettait d'utiliser sinon des tesselles. Et où j'ai galéré, c'est que les ronds, je les ai faits sur filet, en pose à l'envers. Et comme c'était petit, il tombait dans les trous, mes tesselles tombaient dans les trous et tout, ça a été une galère. Donc voilà, j'ai réussi à ce que ce soit droit. L'idée, c'était que ce soit plein, quoi. Mais c'est pratique, ouais. Ouais, voilà, mais finalement, ça l'a fait. Pour une naissance. Ça, c'était un centre de table aussi. Ça, c'était en fait, alors j'ai récupéré, je vous disais ça le mois dernier, j'ai récupéré des tesselles d'Opio d'une usine. Ah oui. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup de couleurs de tesselles assez abîmées, en fait, usées. Mais voilà, j'avais fait ça j'avais commencé ça pendant des vacances de ski et bon, j'ai mis du temps à finir, mais... Ah, tu vois que tu pars à la neige des fois. Oui, je pars à la neige des fois. C'est vrai. Donc là, la vaisselle aussi. Et j'ai eu en cadeau une table en marbre fêlé, entre guillemets, fissuré. Et donc, du coup, à la marteline, j'ai pas mal de marbre blanc que je peux utiliser. Donc, du coup, j'ai fait 2 ou 3 trucs comme ça en marbre blanc. Alors, ça, je l'ai fait chez Emma à Tours, donc avec Mélanie et Anne-Laure. Et donc, c'était la première fois que je travaillais, entre guillemets, en relief. Mélène. Ouais, Mélène et Anne-Laure. Et voilà. Et puis, sur le tour aussi de savoir-faire avec je sais plus quoi, la chaux. Voilà, le mélange à la chaux et tout. Enfin, voilà, c'était un gros exercice. Mais c'était très instructif. Donc, j'ai réessayé à la maison les systèmes de chaux, mais en fait, ça a complètement fissuré. Donc, le truc que je voulais faire effet tableau noir, en fait, j'ai été obligée de le peindre parce qu'il y avait plein de fissures dans mon four. Voilà, c'était mieux réussi chez elle que chez moi toute seule. Et est-ce que tu as identifié pourquoi? Je pense que c'était trop d'eau, en fait. Et il faut que le mélange... Voilà, il faut faire attention à ça. J'avais acheté les mêmes produits. Il y avait un peu de poudre de marque de chaux, mais je pense que j'ai dû mettre trop d'eau. Et ça a fissuré. Peut-être pas assez chargé aussi. Ouais. Oh, ça a été, voilà, donc à refaire encore pour progresser. Et ça aussi, j'ai fait à Tours. L'idée, c'était de travailler la profondeur, le jeu de couleurs. Et donc voilà, c'était pas évident et très instructif on place vraiment une aisselle par rapport à une autre
Et donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Ça n'a pas été facile. Et voilà, là, il y avait une technique particulière, en tout cas. Donc, c'était une épreuve hier. Et après, voilà, après des petites choses, confinement, voilà, toujours avec le masque. Et voilà, petites choses aussi. Et là, ça va être, voilà, on s'amuse. Ça, je viens de le faire, c'est pour mettre sur une tombe. Voilà, ma maman m'avait demandé de faire quelque chose pour mon papa et on l'a mis il n'y a pas très longtemps. Mon souci étant de les joints, je voulais faire à l'époxy et j'en avais pas, donc du coup j'ai fait avec mortier et mortier flex, quoi. Mais bon, j'espère que ça tiendra dans le temps. Pas facile, je trouve, de faire des choses en extérieur. Le mortier flex, si c'est une colle adaptée pour le carrelage en extérieur et en intérieur, il n'y a pas de souci. Ça doit passer. Bon, bah, j'ai pris les bons produits, donc ça devrait le faire. Oui, il n'y a pas de souci à te faire. Et ça, c'est ce que je fais actuellement. Donc ça, c'est le modèle. C'est un puzzle, en fait, assez grand, avec des très grands morceaux. Et du coup, que j'essaye de reproduire plus ou moins. Donc, je suis en plein dedans. Ça va me prendre un certain temps. Donc, voilà, c'est un peu avec toute cette aisselle d'Opio, puisque j'ai plein de couleurs. Donc, du coup, ça peut matcher. Je le fais sur plastique directement. Pas de filet parce que, à cause des petits trous, je veux pas que ça retombe dedans. Après, on va voir, voilà, ça donne des choses comme ça. Je fais des essais et puis je finaliserai en collant sur le panneau contreplaqué que j'ai acheté. Ouais, d'accord. Donc voilà. Combien de longueur il fait ton… Il fait 1 mètre sur 30 cm. 1 mètre sur 30. Dans ces cas-là, ce que je te conseille, quand tu auras fini ta galette, c'est de la poser avec une autre personne. Vous prenez chacun un bout pour ensuite la déposer. D'accord. Mais en fait, je fais des morceaux. Tu la prends comme ça, ta galette. Tu risques de la casser en deux. Donc, tu la prends. Oui, mais en fait, je fais des morceaux, donc ça ne va pas être très compliqué à dispatcher. Tu le fais en moins de 2 morceaux alors? Ouais. Ah bon, bah ça va alors. Ok. Ouais. Donc, je vais arrêter là. Hop, normalement, voilà, vous avez tout vu. Donc, voilà, en 5 ans, c'est pas énorme, hein, et il va falloir que je progresse. Et voilà, j'ai besoin de technicité aussi. Ouais. Et ça te dirait la prochaine fois de nous montrer aussi des travaux qui te touchent dans ce que tu as pu voir ou ce vers quoi tu aimerais aller, ce qui t'inspire? Ouais, quand on voit sur Facebook, justement, les gens qui sont beaucoup sur Facebook, on voit ce que les gens font. Et c'est vrai que parfois, j'ai vraiment des coups de cœur en me disant, ah bah oui, ça, c'est super, etc. Enfin, vraiment, il y a des choses qui donnent vraiment envie. J'aime pas mal quand il y a beaucoup de couleurs. J'aime bien les couleurs. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais, ça serait sympa. Et toi, Fabienne, tu te sens de faire ça? Alors, moi, j'ai commencé la mosaïque en faisant une formation de 9 mois, une formation professionnelle auprès de Martine Blanchard à Saint-Goustan. Parce qu'en fait, je revenais, pendant 30 ans, j'ai quitté ma Bretagne pour aller travailler, principalement sur Paris et puis un petit peu ailleurs. Et quand j'avais décidé de toute façon qu'à arriver à un âge, je quitterais un petit peu ma vie de folie pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'avais découvert la mosaïque contemporaine à Chartres lors de journées internationales. Et j'étais restée scotchée carrément parce que c'était une mosaïque que je connaissais pas. Il y avait des œuvres totalement fabuleuses. Et c'est comme ça que l'envie de commencer, de me former en mosaïque, ça a débuté. Donc, j'ai fait une demande j'avais la possibilité de faire une reconversion. Donc, j'en ai bénéficié. Donc, j'ai fait ces 9 mois. Enfin, j'avais le droit à 6 mois de reconversion. J'en ai fait 9 en tout, 3 mois à ma charge, auprès donc de Martine Blanchard. Tu as fait ça à quelle époque? Alors, je l'ai fait en 2016-2017. D'accord. J'ai commencé le 1er juillet 2016 jusqu'en 2017, voilà, 9 mois plus tard. Et puis voilà. Et puis à partir de là, je me suis installée à mon compte.
Puis j'ai beaucoup travaillé au départ parce que j'avais rien à montrer en fait. Et ouais, donc pendant une année, j'ai pas été très présente et tout. Et puis petit à petit, je me suis lancée. Et maintenant, je commence à sortir un petit peu de ma Bretagne, puisque là, j'étais partie à Chartres aux dernières journées, la dernière exposition à Chartres. Et puis là, bon, je fais Hasbrook, voilà, globalement. Et tu es où en Bretagne alors? Voilà, c'était ma question. Je vis sur le golfe du Morbihan, une commune qui s'appelle Séné. Sans blague. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que la réunion, je vous parlais tout à l'heure de la réunion qu'on a faite avec les formateurs de Mosaic School, c'était de l'autre côté du chenal, pas Séné, j'ai le nom Sarzeau. Non, pas Sarzeau, c'est vraiment de l'autre côté du chenal. Tu as Conlo? Non. Au bout de Séné, d'ailleurs, il y a même un petit gué avec un petit. À Port-Anna, c'est où j'habite. Hein, où? À Port-Anna? Non, pas Port-Anna. Non, tu as Saint-Armel. Saint-Armel, voilà. Saint-Armel, oui, c'est en face de chez moi, là. Je le vois presque. Et ma grand-mère, elle habitait à Séné. C'est trop marrant. Ouais. Et ma mère habitait Ennebon. D'accord. Alors moi, je suis née sur l'île Tascon, sur une petite île du Golfe, où je suis restée pendant 9 ans. Et puis après, mes parents sont revenus s'installer à Séné. Et voilà. Et donc, 30 ans, je suis partie après mes études. J'avais quitté la région et je suis revenue. Voilà. J'avais acheté en 2010 et je suis revenue en 2016. Voilà, j'avais cherché longtemps parce qu'à l'époque, c'était assez compliqué de trouver des formatrices. Au niveau de la formation, c'était très compliqué. Et donc, je suis tombée, j'ai cherché un peu partout et je suis tombée à ce moment-là sur. Ou alors, il y avait aussi à Nantes, j'avais trouvé Nantes aussi, Paulina, qui faisait des formations, mais très, très axées que sur l'ardoise, plus particulièrement sur l'ardoise. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je suis entrée dans la mosaïque. Et est-ce que tu as eu l'occasion de voir l'exposition que justement Martine avait organisée Oui, bien sûr, oui. D'accord. Voilà, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Mais on s'est peut-être rencontrés là-bas alors, parce que j'ai participé à cette exposition. Alors, je me souviens, oui, de ce que tu présentais là-bas. Non, c'est-à-dire que moi, j'avais pas trop osé. On terminait juste avec une autre élève aussi qui est arrivée quelques mois après moi, mais enfin, on s'est suivis. Ouais. Et on n'a pas trop osé. J'avais parlé avec Marie-Laure Bourmont parce que je voyais toujours ses œuvres et là, je découvrais vraiment ce qu'elle faisait avec 2 ou 3 personnes. Qui d'autres, voilà. Mais après, j'allais pas, vous étiez nombreuses, j'allais pas arriver et puis faire toc-toc. Pourquoi pas, il n'y a que comme ça qu'on peut se connaître. Hein. Oui, mais bon, moi je suis allée d'abord au vernissage. Bon, je suis allée plusieurs fois voir l'exposition parce que c'était tellement riche que. Oui, voilà. Il y avait beaucoup de choses. Ouais. Il y avait tellement de choses qu'en une soirée, on ne pouvait pas tout voir. Donc, j'y suis retournée par la suite plusieurs fois. J'avais rencontré Monique Dutheil, d'ailleurs, qui était venue faire un petit reportage sur un jour que j'étais revenue, où elle avait fait toute une série de photos. Et voilà. Mais non, mais cette fois-là, non, j'avais discuté avec 2 ou 3 mosaïstes. Mais avec tout le monde, c'était un peu compliqué quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Puis vous aviez autre chose à faire, c'était la fête. Oui, c'est vrai, c'était assez festif, c'était assez sympa. Ouais, c'était festif. Puis, ce que je trouve sympa aussi dans ce type de rencontre, c'est que des fois, on se voit 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans. Et quand on se retrouve, c'est chaleureux, quoi. On est content de se voir, c'est sûr. Ouais. Oui, puis moi, pour l'instant, je ne connais pas énormément de personnes parce que, déjà, il a fallu que je me constitue aussi un stock d'œuvres pour mes expos, pour tout ça. Et je commence vraiment à quitter la Bretagne depuis peu de temps, quoi. Tu vas t'installer où? Que j'avais fait Toulouse avant. Pardon? Tu vas t'installer où? Là, je m'installe ici. Hein. Ah oui, tu restes. Ah oui. Mais je sors, je m'exporte un peu, je vais un petit peu plus loin que. D'accord, ok. Oui, tu t'exportes. Voilà. Okay. Exporte, mais tu rentres vite. Mais oui, et puis à Chartres,
peut-être que j'ai croisé des mosaïstes quand j'y étais, mais je connaissais personne, donc c'est pas évident quand on connaît personne d'aller devant. Si j'ai discuté avec Verdiano Marzi quand même, et avec Gérard Brandt que j'adore. Et qui avait fait des expos totalement fabuleuses au moment de Chartres. Je ne sais pas si vous y êtes allé. Vous avez été voir l'expo, non? Ces expos à Chartres, je les ai vus à... Si, aussi à Chartres, entre autres. Enfin bon, à différents endroits. Mais oui, c'est fabuleux. C'est fabuleux, ouais. C'est fabuleux. Voilà, donc je trouve c'est pour ça que je voulais m'inscrire un peu. Je dis quand même que je vois un peu tout le monde. Je vous vois sur Facebook, je vois des tas de personnes. Voilà, on a le temps d'admirer des tas d'œuvres. Et puis, mais on ne connaît pas les personnes, quoi. Donc, c'est important aussi de participer à une visioconférence comme ça, enfin une vidéo, de se voir, de parler, et puis de partager les expériences. Oui, bien sûr. Là, il y a ce soir, on n'a pas les personnes qui sont venues très régulièrement, comme par exemple Marlou. La dernière fois, elle n'était pas là, mais en général, elle est là. Aussi Nico, parce qu'elle est en... Il y a ses poulains qui sont en train de naître, donc elle est plutôt à côté des poulains. Angélique aussi, souvent, qui est là. Bon, tu auras l'occasion, si tu reviens, certainement de voir ces personnes la prochaine fois. Oui, bah oui, c'est... Et je trouve l'idée, comme l'idée de l'école, je me suis dit, ah punaise, moi qui a 4 ans, j'avais eu la chance de trouver, parce que je ne me voyais pas partir loin, enfin en Italie ou ailleurs. Et j'ai cherché une école en France, mais il n'y avait rien, de rien. Et donc, je trouve que c'est déjà l'idée, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me dis, c'est génial de faire ça, de créer cette école-là pour... voilà, j'ai trouvé que c'était super utile en plus. Et même si on fait une formation, moi j'ai fait 9 mois de formation et je suis loin de tout connaître, quoi, parce que c'est la mosaïque, c'est ça l'avantage, c'est que c'est tellement diversifié qu'on peut faire tellement de choses, on peut utiliser tellement de matériaux qu'on n'en voit pas le bout, quoi. Et c'est vrai. Et moi j'avais partagé un peu avec Émilie Baudret. J'adore ce qu'elle fait et je trouve que c'est super enrichissant, quoi, d'entendre les gens parler, de voir leur travail. Même si on ne fait pas du tout la même chose, c'est pas grave. C'est super important d'être dans le partage. De toute façon, dans n'importe quelle discipline artistique, je pense, hein, moi je trouve que c'est important de se nourrir et de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je pense à une anecdote. Picasso, il disait, lui, carrément, enfin, il y a les Franco, il disait qu'il volait carrément. Et on va dire, ses amis artistes le craignaient. Par exemple, comment il s'appelle il a fait aussi c'était un grand peintre qui a fait aussi de la céramique. Ils se sont fréquentés. Bon, ça me reviendra. Matisse. Il a fait une chapelle en céramique, oui. Exactement. Et en fait, à un moment donné, il partageait à plusieurs personnes un atelier de céramique. Et quand il savait que Picasso venait, il disait planquez tout que j'y parce que Picasso, moi je trouve ça génial parce que c'était un boulimique. Il respirait, tout ce qu'il voyait, c'était de la nourriture en fait, c'était de l'oxygène. Et je trouve ça fabuleux de fonctionner comme ça et de se dire, mais et c'est pas que l'art, c'est-à-dire c'est un arbre, une fleur, un regard que l'on croise avec quelqu'un, tout en fait, tout était nourriture pour lui. Et je pense que en plus en mosaïque, comme c'est vraiment un art plastique avec lequel on peut utiliser tellement de matières différentes pour nos réalisations que ça agrandit encore plus le champ, quoi.
Ouais. Et c'est bien de rencontrer et de voir beaucoup de gens et beaucoup de choses. Ouais. Et puis, je trouve que c'est des challenges aussi parce que quelquefois, moi, je regarde, je tombe sur quelque chose, je me dis, oh, c'est fabuleux, pourquoi je n'y ai-je pas pensé, quoi. C'est ça, en fait. Et je trouve que c'est plus il y aura de mosaïstes, plus il y aura de production, etc. Et ça créera de l'émulation et l'envie de faire plus et de faire plus beau. Et voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est un élan général et qui va être amené par des tas de mosaïstes, en fait, tas de personnes, et chacun apporte une petite pierre à l'édifice. Et c'est ça, quoi, qui est important, je trouve, dans non, moi, au début, quand je me suis installée ici, à Séné, mes premières expositions, les gens me disaient bah, c'est quoi? C'est la mosaïque. Ils me disaient ah bah non, c'est pas ça la mosaïque. Et voilà, dans leur tête, c'était pas ça, quoi. Bah, j'ai bah si, la mosaïque, c'est aussi ça. C'est voilà, à la base. Donc c'était tout. Mais c'était la première réaction, c'était bah non, c'est pas de la mosaïque parce que c'était des tableaux, c'était voilà, c'était pas ce qu'ils attendaient à voir. Ils attendaient plus à des ustensiles, autre chose, quoi. Ce qu'ils avaient un petit peu eu l'habitude de voir à un moment donné sur les marchés, les vases et tout ça, quoi. Et voilà, voir une œuvre murale en mosaïque, ça leur paraissait étonnant, quoi. Et ouais, il y a eu vraiment un regard. Alors maintenant, ils commencent à s'habituer, tout au moins dans les environs. Mais il y a eu vraiment un effet de surprise, quoi. Et c'est ça que je trouve. Voilà, c'est ce partage-là de ce qu'on aime faire, c'est super important, quoi. C'est beau en plus. Et tu continues à voir Martine parce que du coup, vous n'êtes pas loin l'une de l'autre. Ben, on ne se voit pas beaucoup, en fait. Ben, Saint-Goustan, enfin, Auray, moi, non, on ne se voit pas beaucoup. Non. D'accord. Je l'ai revue à Chartres parce qu'elle exposait à la Chapelle Saint-Yves. Ouais. Et donc, je l'ai revue à cette occasion. Mais c'est vrai que non, on ne se voit pas beaucoup. D'accord. Bon, moi, je ne l'ai pas revue depuis la première expo, en fait. Hein. C'est-à-dire que comme elle a été annulée, ça veut dire que la deuxième a été annulée à cause du Covid. Ça veut dire que ça fait 4 ans, en fait, du coup. Non, c'est pas possible. Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. C'est du biennal, ouais. 3 ans, ouais. Ouais, ça passe vite quand même. Ouais. Ah oui, ça va vite, ouais. Puis la dernière année, c'était un petit peu compliqué pour tout le monde. Ce confinement. Donc, je sais pas si. Je sais plus. J'ai vu passer une nouvelle pour la reconduction de, du coup, sa deuxième expo à Sainte-Anne-d'Auray. Mais je sais plus, il faut que je regarde. Je sais plus où ça en est. Elle devait avoir lieu l'année prochaine, normalement. Enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit qu'elle était annulée, donc là, mais qu'elle le serait normalement. Je crois que c'est ce qu'elle m'avait dit. Okay. Je pense que c'est en 2022. Oui, ça doit être ça, c'est ça. Ouais. D'accord. Je m'étais inscrite, du coup, je vais regarder. Ok, je prendrai des nouvelles. Bon, ça va. Donc, du coup, tu nous as donné le goût de voir ton travail maintenant. Hein. Ben oui. Oui, je vais revenir parce que je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas trop utiliser Zoom. C'est la deuxième ou troisième fois que je l'utilise. Donc, ce qui est bien, c'est déjà, comme a fait Anaï tout à l'heure, de préparer un dossier avec plusieurs fichiers dedans. Ouais, voilà, c'est plus simple. Et ensuite, tu vois, tu as un bouton qui s'appelle partager l'écran en bas de la fenêtre. Et quand tu cliques dessus, ça nous amène sur ton dossier. Ouais, ben, j'essaierai de préparer un petit truc. Voilà. Ben là, c'était le teasing ce soir, juste pour donner envie. Exactement. Voilà. Oui, parce que j'ai rien préparé. Moi. Oui, mais tu n'étais peut-être même pas au courant. Oui, mais je préparerai pour le mois prochain. Okay. D'accord. Et puis Anaïs, tu nous montreras ce que tu aimes. Oui. Ce que je voudrais faire, c'est, je suis assez d'accord, quelquefois je vois des choses et je me dis, oh là, mais oui, mais quelle bonne idée de mettre en exergue soit telle créativité parce que c'est joli, soit tel matériau. Et voilà, je me dis, ah ouais, c'est une super idée. Donc, je vais regarder.
Je fais des copies d'écran et j'ai un dossier, mais inspiration à Ah oui, gogo. moi aussi j'ai ça. C'est terrible. J'ai un dossier inspiration dans lequel il y a des photos et dans lequel il y a des mosaïques. Enfin, des photos, de la photo. Ouais. Et dans lequel il y a aussi de la mosaïque. Et des fois, je vais jeter un coup d'œil, me nourrir de ça aussi, ça fait du bien. Oui. Moi, je fais avec mon téléphone portable parce que je passe comme ça. J'habite juste au bord du golfe du Morbihan et je passe et je sais pas, c'est une couleur quelquefois. C'est le soir, c'est une lumière, une couleur. Ça veut dire les fleurs dans la nature et je suis sûre à les prendre en photo comme ça. Je me dis, mais ça, cette teinte, elle est trop belle. Elle se mélange avec dans la nature, c'est vert, voilà. Et ça aussi, bah oui, parce que on est très inspiré par ce qui nous entoure. Hein. C'est normal que ce soit là. Moi, ici, c'est la mer, ça va être le ciel, ça va être la nature. Bien sûr. Ouais, le golfe du Morbihan, c'est vraiment une belle région. Ouais, super. Et vous êtes d'où toutes? De quelle région? Vous habitez où toutes? Anne et Isabelle, vous pouvez. D'ailleurs, Anaïk, tu nous as pas dit. Enfin, je crois pas que Fabienne en ait entendu. Ouais, donc moi je suis à Rennes, mais j'ai habité 10 ans à Vannes et je suis très souvent à Quiberon parce que maman est à Quiberon. Donc moi le Morbihan c'est mon Eldorado. Hein. Ah mais il faudra qu'on se voit. Alors, oui, ça va être simple. Ouais. C'est super. Moi je suis dans la région centre, dans le Loir-et-Cher. Ouais. Voilà. Moi, je suis en région parisienne. Où ça, en région parisienne? À Meudon-la-Forêt. Ah, mais je connais bien. J'habitais à Meudon il y a 30 et quelques années de ça. Mais j'habitais à Meudon, route des Gardes. Ah oui, la fameuse Côte des Gardes. Voilà, j'habitais il y a 30 et quelques années. Ça ne me rajeunit pas, mais ouais. Et moi, j'habite à Lodève, entre Montpellier et Millau. D'accord. Au soleil. Ouais, ça va. Ça dépend. On peut aussi, ouais, voilà. On a beaucoup d'influence. Moi, je suis plutôt, enfin, j'ai plutôt vécu la plupart de ma vie en Provence, et il y a un climat nettement différent à partir de Arles, en fait. Ah oui. Dès qu'on arrive à Nîmes, c'est beaucoup plus pluvieux, beaucoup plus humide, parce qu'il y a les Cévennes qui créent avec le relief des Cévennes qui crée un climat particulier de front marin, et c'est beaucoup plus. Mais en même temps, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus vert. C'est beaucoup plus vert, ouais. Mais des fois, je trouve que les hivers sont longs parce que à un moment donné, je peux être en manque de luminosité l'hiver ici aussi. Ouais, je suis née dans les calanques aussi, il faut dire. Ah oui. J'ai appris à marcher dans les calanques, donc. Mais je préfère vivre ici parce que ça me manquait aussi ce côté verdoyant, ouais, qu'on n'y a pas forcément là-bas. Ouais. Anaïk, je pense que Annick, pas Anaïk, Annick, je crois que tu dois galérer avec ta connexion ce soir, non? Ton micro il est éteint. Oui, je crois que c'est la dernière fois que je reste dans la salle à manger. Parce que j'ai pas de connexion, ça m'énerve, ça. Ouais, donc, demain, j'irai là-haut dans mon bureau. D'accord. Enfin, ça fait rien, j'entends quand même pas mal de choses. C'est intéressant d'écouter le vécu des nouveaux arrivants. Ouais, c'est chouette. Ben oui. Ça élargit toujours nos horizons. Ouais. Tout à fait. Et on disait plus ou moins tout d'où on venait. Donc, il reste toi. Annick, on racontait d'où on était. Non, Anaïk, on la perd là. c'est pas grave. Ah là là. Et ouais, ça c'est aussi sympa de voir qu'aujourd'hui on peut faire du lien entre nous alors qu'on habite aux quatre coins. Ouais, c'est chouette. Aux quatre coins, et pas que de la France, mais un peu de l'Europe aussi. Dans Mosaic School, on a 2 personnes qui sont de Belgique et une personne en Irlande.
Ça, c'est vraiment génial. J'adore cet aspect un peu communautaire, quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais. Enfin, dans le sens de la communauté européenne, quoi. Et bon, c'est la personne qui habite en Irlande, en fait, elle est belge. Donc, c'est francophone. Moi, je pense que je pourrais transmettre en italien, même si ça fait longtemps que j'ai quitté l'Italie en 2009, je crois. Donc, ça fait plus de 10 ans. On perd vite une langue quand on la pratique pas. Mais bon, ça reviendrait. Mais je ne serais pas capable de transmettre la mosaïque en anglais. Ou, ça serait trop fastidieux pour moi de faire ça. Et donc, du coup, c'est très francophone, forcément. Voilà. Et c'est bien, parce qu'on a beaucoup de pays francophones. Ah oui, il y a une personne, mais il faudra d'ailleurs que je prenne de ses nouvelles, parce qu'on ne l'a jamais vue encore, qui s'appelle Laïla, qui est tunisienne. En Tunisie, je crois, oui. Ouais. Et elle me disait elle avait des choses à régler dans sa vie pour se rendre disponible. Et apparemment, je pense qu'elle prendra le train en route plutôt en octobre, du coup. Hein, parce qu'on n'a pas vu encore, on n'a pas eu l'occasion de la voir. Et, mais bon, voilà, c'est un pays, on va dire, francophile. Oui. C'est pas francophone, c'est au moins francophile, la Tunisie. C'est à la fois francophone et italophone. La Tunisie? Oui, la Tunisie a été une colonie italienne pendant pas mal, enfin, colonie protectorat. Un protectorat? Une immigration. Enfin, bref, ils ont beaucoup parlé l'italien. Parce que c'était un protectorat français? Oui. Mais protectorat français, mais une grosse migration italienne et maltaise. Et maltaise aussi. Et maltaise. Okay. Oui, ils sont pas loin. Hein. Bah, voilà. Ils sont presque en face même. Moins d'immigration française qu'italienne et maltaise. D'accord. Ok. Et il y a une personne d'Algérie aussi qui souhaitait nous rejoindre. Le problème, c'est que y a des barrières dans les échanges économiques et qu'ils ont du mal à sortir l'argent en fait. Mais d'ailleurs, c'était le cas pour Laïla aussi. Hein. Elle a dû passer par une amie française pour payer la formation parce que le transfert d'argent n'était pas... C'était compliqué. Hein. Et l'Algérie, c'était quasi impossible. Quoi. Ouais, ça reste compliqué. Ça doit être frustrant pour eux, j'imagine. Hein. Oh et en plus, ils ont une tradition, en tout cas, plus valorisée en Tunisie. Je suis sûre qu'il y a du patrimoine aussi en Algérie, mais qui n'a pas été... voilà. Mais il y en a forcément, c'est obligé. Oui. J'avais vu une fois sur Facebook, par le biais de mon ex-beau-frère, effectivement, des archéologues qui étaient désespérés de voir en fait, des sites qui ne sont pas fouillés du tout, mais qui sont pillés, complètement pillés, donc complètement détruits. Détruits, puisque pas étudiés, pas... voilà. Ouais, c'est du gâchis, ça. Voilà, donc il était complètement... Mais bon, ils ont d'autres priorités, ça. Il faut comprendre qu'effectivement, il y a besoin de manger, besoin de santé avant de... Bien sûr. Oui, mais en même temps, peut-être que... Bon, après, c'est pas propice à ça dans ces régions, mais il pourrait y avoir une communauté internationale qui il y a un très gros partenariat au niveau des mosaïques entre la France et la Tunisie et l'Algérie, hein, notamment la Tunisie. Mais il y a un gros partenariat de restauration de mosaïques anciennes. Avec qui? Alors, je crois que ça doit être Saint-Romain. Saint-Romain en Galles. Alors, Saint-Romain et la Tunisie, je savais. Mais l'Algérie, je ne savais pas. Alors, j'avais vu ça pour te dire où je l'ai vu, je ne sais plus. Parce que je lis tellement de trucs des fois que je me dis, tiens, il y a ça, et puis ça repasse à côté. C'était par rapport à une université, et c'était à Teloum ou un truc comme ça, un nom d'un genre là. Non, je ne vois pas. Il y a des ruines romaines par là, mais je ne me souviens plus du nom. Un nom dans ce genre-là, Teloum ou un nom comme ça. Il y a une commune mixte à côté. C'est parce que je regardais des informations sur la création de la commune mixte à côté que j'ai vu effectivement ces informations sur la partie de
des ruines romaines. Mais je vais noter, je vais essayer de… Télo, ça s'écrit… C'était pas mon sujet, donc j'ai passé. Oui, tu as zappé, ouais. Télo, ouais. Ça s'écrit comment? Je crois que c'est T-E-2-L E-U-M ou un truc comme ça. Il faudrait que je retrouve. D'accord, ok. Et c'est pas très loin de la côte, en fait. Oui. Non, mais j'essaierai de retrouver et puis de trouver le lien. Ouais, ça sera intéressant parce que de toute façon, l'Empire romain avait colonisé toute l'Afrique du Nord. Hein. Voilà. Donc, c'est forcément, on trouve des anciennes villas, des anciens domaines. Et, je me demande si je n'ai pas le livre. Et quand on voit… D'ailleurs, en Tunisie, ça descend bas. Hein. On trouve des domaines agricoles assez bas. Et en Tunisie, donc du coup en Algérie, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Et au Maroc, pareil, je ne connais pas vraiment le patrimoine là-bas. Et je ne sais pas si ils ont eu l'occasion de mettre ça un peu en valeur. Tu le sais, Anne, par rapport au Maroc? Le Maroc, ce n'est pas du tout une région que je connais. Pas du tout, du tout. Autant, c'est vrai que je fais des recherches sur l'Algérie et la Tunisie, autant le Maroc, pas du tout. D'accord. Et beaucoup de personnes que je côtoie par rapport effectivement aux recherches que je fais font l'Algérie, la Tunisie, mais pas forcément le Maroc. Il y a comme une scission un petit peu dans les deux histoires. Ouais. D'accord. Et tu sais pourquoi? Peut-être parce que le régime politique n'était pas… Enfin, tu sais bien, les études universitaires, c'est toujours assez… Enfin, pas dirigé, on ne va pas dire dirigé, mais à partir du moment où effectivement tu as un groupe qui se constitue, voilà, ça sert d'émulation, les recherches se font dans le même, un petit peu dans les mêmes zones géographiques, et je ne connais pas du tout les personnes qui sont sur la zone géographique du Maroc. Entendu, je comprends, d'accord. Et ouais, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire que ça ne fait pas partie de ton réseau. Pas dans mon réseau. Voilà. C'est ça. Là, par exemple, j'ai dans ce que j'ai, moi, un livre sur une église d'Afrique, effectivement, qui est donc en Algérie, où il y a eu des fouilles faites par la France, UPENA. Hein. Donc, c'est à Toulouse, ça, c'est édité par l'Université de Toulouse. Et il y a plein de mosaïques anciennes. Mais je crois que j'avais dû les présenter, tu sais, quand on avait fait le style romain. Oui. J'avais dû présenter une ou deux photos de ce livre-là, puisque je vois qu'il y a des onglets. Et dis-moi, est-ce que tu pourrais m'envoyer les références de ce bouquin? Il est encore édité? Oui. Oui, c'est des presses universitaires, donc je pense qu'il n'y a pas de… Il n'y a pas de problème. Oui, c'est presse universitaire du Mirail. Ben, je vais te faire une… Oui, je veux bien, c'est gentil. Un lien bibliographique. D'accord. Ok, pas de souci, je le note. J'essaye d'être exhaustive dans ma bibliographie. C'est dur, mais pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas non plus 15 milliards de publications. Hein, donc, à un moment donné, par contre, y arriver. Des publications, il y en a mais je ne lis pas l'anglais, donc effectivement, je ne vais pas vraiment chercher. Sur tout ce qui est effectivement mosaïque ancienne, il y a aussi beaucoup de publications en anglais. Oui, c'est vrai. Et moi non plus, je ne suis pas très à l'aise. Voilà, à Princeton et tout ça, mais moi, l'anglais, ce n'est pas mon truc. Oui, moi aussi, j'ai du mal. Voilà. J'ai acheté des bouquins écrits en anglais parce qu'il y avait beaucoup d'images. Ben là, je vais être obligée parce qu'il y en a, j'arrive pas, je ne vois pas la traduction arriver. C'est sur des fresques. Les fresques d'une crypte, de la crypte de Saint-Aignan, qui est juste à côté de la maison. Et c'est une Américaine qui a fait ça. Et elle a fait aussi un travail sur toutes les fresques qu'il y a dans le Berry. Et un très, très gros travail de recherche. Et je crois qu'il va falloir que je me le coltine en anglais quand même.
Mais il y a, une super petite application Google qui traduit bien. Tu mets l'appareil photo devant et ça traduit très, très bien. Suffisamment. Et tu en as parlé le mois dernier, du coup, je l'ai cherché, c'est génial. Ah, oui, super. Au niveau syntaxe, c'est pas si mauvais que ça. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. D'ailleurs, comment elle s'appelle? Parce que je me souviens plus. Bah, elle est où donc? Je sais même plus où elle est. Je sais plus, mais je sais que j'ai été regarder direct. C'est Google Traduction, tout simplement. Ah, c'est Google Traduction? Oui, mais du coup, tu prends une photo de ton texte, c'est ça que j'aime. Oui, complètement. Enfin, il y a plusieurs façons. Hein. Tu peux effectivement faire du vocal ou faire de la photo. Hein. Par contre, on reste sur l'application. Moi, j'aimerais bien arriver à trouver le vocal sur Word en anglais. Mais je ne sais pas comment. Il doit falloir charger un dictionnaire, sans doute, parce que là, pour le moment, moi, je dicte mes textes sur Word en français et je voudrais pouvoir dicter et que ça me le traduise en anglais. Quoi. Ouais, ouais, d'accord. Mais je pense qu'il faut charger le dictionnaire. Ouais. Donc, ce serait extraordinaire. Tu dictes ça serait bien. Dans une langue, ça te l'écrit dans une autre. Mais tu sais, il y a des choses qui sont super sympas. Pour l'anglais, l'espagnol, ça va à peu près, mais pour d'autres langues, c'est pas ça. Hein. Il y a une chose qui est extraordinaire aussi. Alors, j'ai commencé, mais je n'ai pas vraiment le temps, c'est dommage. Pour mon mémoire, je voulais le mettre pour les personnes malvoyantes. Et donc, dans Word, tu as une possibilité de choisir la voix, tu as une possibilité, effectivement, que ton texte soit lu. C'est-à-dire que la personne qui est malvoyante peut lire ton document. Et il y a tout un système pour tout ce qui est image. Il y a tout un système où tu dois expliquer l'image, décrire l'image. Et là, c'est trop long, c'est trop lourd. Ouais, d'accord. Mais c'est super bien. J'aurais bien voulu pouvoir présenter mon travail avec cette possibilité. Mais bon, ça permet d'ouvrir à d'autres personnes, quoi. Je trouvais le truc intéressant. Mais là, franchement, c'est trop lourd. Il faut l'avoir fait régulièrement et c'est beaucoup trop lourd à gérer. Bien sûr. Excuse-moi, Anne, mais tu fais un mémoire exactement sur quoi? Sur la mosaïque, mais non, pas du tout. En histoire. Pas du tout. En histoire. Ah, en histoire. En histoire. Et tu découvres la mosaïque non, il y a très dans longtemps. Tes recherches. Non, il y a très longtemps que j'ai découvert la mosaïque, mais effectivement, la mosaïque, on la trouve un petit peu partout quand tu cherches. Voilà, tu regardes quelque chose, ton regard, il va dessus automatiquement. Hein. Sinon, j'aurais jamais acheté ce livre-là sur effectivement cette église d'Afrique et tout ça. Parce que c'est un tout, en fait, quand tu fais des recherches sur une région, c'est un tout. C'est pas juste… Moi, je travaille sur le train, la création d'une voie de chemin de fer au début de la colonisation, mais c'est un tout. C'est la vie des gens, c'est les femmes, les hommes, les Européens, les immigrés. Voilà. Et à quel endroit? C'est la ligne Bonne-Guelma, c'est-à-dire c'est dans le Constantinois. Ah, d'accord. En fait, c'est la ligne de chemin de fer qui a permis l'ouverture vers les mines de charbon, qui ont notamment servi à fournir pendant les guerres, 14-18, 39-45, et qui a permis aussi, en 1880, l'entrée de la France, l'entrée vers la Tunisie. Ok, d'accord. Puisque la voie se poursuit sur la Tunisie, à Sousse et Tunis. D'accord. Voilà. Okay. Et pourquoi as-tu choisi ça? Qu'est-ce qui t'a amené ça? Parce que j'ai découvert un jour, avec mon fils, en faisant un arbre généalogique qu'on n'a pas fini tous les deux encore, j'ai découvert les papiers de mon arrière-grand-père, des papiers militaires sur lesquels la profession était chef jardinier au Bonne-Guelma. J'ai dit, tiens, c'est quoi ça, chef jardinier au Bonne-Guelma? Et quand j'ai trouvé que Bonne-Guelma, c'était une ligne de chemin de fer, j'ai dit, mais qu'est-ce que vient faire un chef jardinier dedans? Et je ne sais toujours pas.
Et ma directrice de mémoire me dit, il faudrait quand même qu'on arrive à trouver. C'est pas le moment, mais il faudrait qu'on arrive à trouver. Extraordinaire. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi. Il a eu le mérite agricole. Il est cité dans les registres du conseil d'administration de la compagnie, mais je ne sais pas pourquoi il a eu le mérite. Et à cette époque-là, les mérites agricoles n'étaient pas recensés au ministère. Donc, on ne peut pas retrouver. Enfin, si, on doit pouvoir retrouver, mais pas dans un endroit où j'ai cherché pour le moment. Et puis faire le lien entre le domaine agricole et le chemin de fer, quoi. Oui, mais… Parce qu'au départ, je me suis dit, c'est peut-être une fonction métaphorique. Jardinier, en fait, non, si c'est agricole… Il n'y a pas des fleurs au bord de la voie ni dans les gares, surtout quand tu vois les gares au début. J'ai plutôt pensé à l'assainissement. C'était des contrées qui étaient très, très humides, c'était des marais, tout à fait. Il y avait énormément de paludisme et tout, et j'ai plutôt pensé à de l'assainissement. Et notamment, il y a à Beaune, il y avait une école d'agriculture. Donc, il y a peut-être… voilà. D'ailleurs, les premiers colons en Algérie sont morts comme des mouches. Ah oui, complètement. Pour justement assainir toute la côte, parce qu'en fait, les indigènes de l'époque ne vivaient pas dans ces endroits-là. Non, pas du tout. Ils vivaient plutôt dans les premiers reliefs des montagnes. Et les fiches médicales que je trouve dans les dossiers des cheminots, c'est incroyable le nombre d'arrêts maladie pour paludisme. Pour insalubrité, des logements, l'humidité, des choses comme ça. Et il faut se dire qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas l'électricité non plus. Ni l'eau courante. Les militaires aussi ont été engagés aussi pour faire ces travaux agricoles. Tout à fait. Ils étaient avec la pelle et la pioche, les militaires. Tout à fait. Pas que les militaires, il y a eu aussi tous les déportés de 1850, 52, 56. Tous ceux que le gouvernement notamment ne voulait plus. Il les chargeait dans les péniches, il les faisait descendre le Rhône. Voilà, et ils embarquaient tous à Marseille. Ils embarquaient tous à Marseille. Et puis, il y avait aussi tous ceux qui fuyaient la misère d'Alsace-Lorraine. Il y avait des famines. Et ça a fait des générations de gens qui ont sué du sang pour s'installer sur ce territoire. Mais malgré tout, quand tu parles de l'Alsace-Lorraine, il y a une doctorante qui fait un travail là-dessus. Il y avait quand même de sacrées démarches administratives pour pouvoir partir. Oui, et il fallait avoir des domestiques qui partaient avec toi. Il fallait avoir, parce qu'il fallait avoir le moyen de produire sur le lopin de terre qu'on allait te donner. Mais c'était pas le profil de ces gens. Écoute, ça m'a beaucoup étonnée et effectivement, il y avait des familles qui partaient avec des gens qui, sur leur papier, étaient déclarés comme domestiques. Et apparemment, s'ils ne poursuivaient pas leur fonction, enfin leur travail dans cette famille-là et sur cette exploitation, ils devaient rentrer en France. J'attends impatiemment qu'elle sorte ses travaux. Elle devrait sortir ça d'ici 18 mois. Parce que là, on a juste survolé un petit peu son travail et tout. Mais j'ai été effectivement assez surprise de l'encadrement qu'il y avait par rapport à ces terres qui étaient données. On a plus l'impression de gens, effectivement, un peu miséreux. Mais, là, ça, c'est nouveau pour moi. Oui, mais je te dis, j'attends la sortie de son travail pour voir exactement dans quel cadre ça se passait. Après, il avait l'air de dire que c'était très encadré quand même. Ok, d'accord. Et après, il y avait aussi toute la population française et espagnole aussi qui sont arrivés. Alors, les Espagnols, plutôt du côté du Maroc, enfin de la frontière vers le Maroc. Alger aussi, pas mal. Moi, par exemple, je suis par le côté paternel d'origine pied-noir. Et alors, le père de mon père était espagnol. Et pas d'origine, espagnol. Espagnol. Et la mère de mon père, italienne.
et ils ont été naturalisés. Il y a eu en fait une vague, il y a eu plusieurs vagues de naturalisation dans les années 20. Et en fait, l'administration française proposait la nationalité française, mais pas la double nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, tu perdais ta nationalité d'origine et c'était irrévocable. Et oui, enfin forcément. Mais enfin, c'était spécifié, c'est irrévocable. C'est bien, c'était important de le dire. Et du coup, mon grand-père et ma grand-mère étaient petits parce que je crois que ça s'était fait c'était en 26. J'ai retrouvé les papiers, c'était en 26 que ça s'est produit. Ça, je pense qu'il y a dû y avoir d'autres vagues aussi. Hein. Ah bah, il y en a eu dès la fin du 19e, il y en avait. Oui. Et là, donc, mes grands-parents, mon grand-père était né en 12, ma grand-mère en 19, donc ils n'étaient pas majeurs. Et les parents, leurs parents à eux, que moi, je n'ai pas connus, hein, ont d'office, en fait, accepté la naturalisation pour les enfants les plus jeunes. Et pour les enfants plus grands, ils leur ont laissé le choix. Et certains de leurs frères et sœurs plus âgés ont décidé de garder la nationalité espagnole ou italienne. Et tous les plus jeunes sont devenus français à ce moment-là. Et ça, c'était à Alger, donc. Et ça ne veut pas dire que... Je ne sais pas dans quelle proportion... Enfin, quelle est dans la population d'Alger de cette époque-là, quelle proportion il y avait de personnes venues de l'Italie et de l'Espagne, j'en ai aucune idée là, hein. Je ne sais pas du tout. Mais c'était surtout tous ceux qui voulaient demander la naturalisation, surtout tous ceux qui voulaient travailler pour l'administration. Tu avais la poste, tu avais le train, enfin les cheminots et tout ça. Voilà. Ouais, mais là, c'était des enfants. C'était des enfants, oui, mais là. Donc, il n'y avait pas encore de projet. C'était du projet à long terme, quoi. C'était installer une population qui se sentirait française sur ce territoire, en tout cas. Et c'était étonnant parce que quand ils ont été rapatriés, moi, j'étais pas née, hein, je veux dire, je suis née en 75. Voilà. Donc, ils sont rentrés en France en 62. Et en fait, je trouvais très étonnant de constater que mes grands-parents avaient une culture pied-noir très fortement marquée, forcément, parce que mon grand-père était quasiment à la retraite, pas loin de la retraite, quand ils ont été rapatriés. Et je me souviens qu'une fois, je les ai choqués en leur disant, je ne le disais pas méchamment, je sais ce que je constatais, mais eux, ça leur a fait mal d'entendre ça de leur petite fille, qu'en fait, moi, je considérais qu'ils n'avaient une culture française que administrative. Parce que tout le reste, c'était très différent. La culture pied-noir, c'est une culture avec une grosse empreinte de plein de mélanges de cultures juives, tout le bassin méditerranéen. Enfin, moi, toute ma famille maternelle est bretonne et normande. Ah, là, il y a un fossé. Et du coup, je trouvais génial de connaître parfaitement bien la culture méditerranéenne, la culture atlantique, la culture normande, et à l'aise dans les deux parce que les deux pieds complètement dans les deux d'ailleurs. C'est pas un pied dans l'un, un pied dans l'autre, les deux pieds dans les deux. Et du coup, je me disais, mais mes deux familles, maternelle et paternelle, n'ont rien à voir. Et quand j'ai dit ça à mes grands-parents paternels, en leur disant, mais en fait, vous, votre culture française, elle est administrative, parce que dans votre quotidien, désolé, mais c'est très différent. Oh, oui, mais tu vois, ils se sont sentis assassinés dans leur cœur quand je leur ai dit ça, parce qu'ils revendiquaient leur appartenance à la culture française très fort. Mais parce que sur le terrain là-bas, c'était une reconnaissance. Oui, bien sûr, mais ça, je l'ai compris plus tard. Quand j'ai dit ça, je devais avoir 12 ou 13 ans, tu vois. Et je n'avais pas conscience de ça. J'en ai pris conscience bien plus tard.
Et pour eux, ça a été terrible d'entendre ça. C'est comme si je les avais... comme si je leur avais planté un couteau dans le dos, tu vois, la traître. Mais pourtant c'est ça. Moi, mon beau-père est pied noir, ouais. Et il a cette culture pied noir, quoi. Ouais. Alors qu'il se dit franchement français. Hein. Ouais. Mais lui, sa famille venait d'Espagne, du sud de l'Espagne, hein. C'est ses grands-parents, etc. Et c'est exactement ça. Hein. Je retrouve tout à fait ça. C'est qu'ils sont français, mais avec une culture de pied noir, avec et même dans la cuisine de tous les jours. Je veux dire, bien sûr. C'est partout, c'est pas voilà. Systématiquement, il y a des tas d'épices, il y a plein de choses en fait. Et quand quelquefois je me moque, je dis mais ça vient de. Et il le reconnaît lui parce qu'il est plus jeune, mais il le reconnaît que voilà, c'est qu'il a parce que sa grand-mère faisait comme ça, parce qu'il a appris comme ça, et il reproduit et voilà. Et c'est très 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 ancré hein, dans tout en fait. Hein, c'est une belle culture, je veux dire. Ils peuvent en être tout à fait. Ils peuvent être contents de la transmettre. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est moi, je dirais plus largement méditerranéenne hein, que pied noir, méditerranéenne. Hein. Après, il y avait effectivement c'est la guerre qui a mis ce tranchant-là entre pied noir et autres. Mais autrement, c'était une culture méditerranéenne. Hein. Mais avec une empreinte particulière, parce que par exemple, tu regardes la culture en Sicile, c'est pas la même que la culture de Bab el-Oued, par exemple, tu vois. Le quartier populaire d'Alger. C'est pas la même non plus qu'à Tel Aviv et tout ça, mais exactement. Ouais. Voilà, il y a quand même une empreinte familiale. Il y a quand même une empreinte de mixité religieuse. Il y a quand même beaucoup de choses qui. Oui, bien sûr. Voilà. Hein, en France, si tu veux, quand tu pars plus sur le nord de l'Europe, la mixité religieuse, c'est 2 religions, protestants et catholiques. C'est tout. Alors que quand tu pars dans ces pays-là, tu as les orthodoxes, les coptes, les juifs. C'est tellement de variations de religions qu'il y a vraiment des grandes mixités. Et qui avaient l'art d'être parfaitement en osmose dans leur quotidien. Avant tous les bordels qu'il y a eu à partir de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et ils étaient quand même, ils partageaient des lieux de culte. Hein. À telle heure, c'est toi, à telle heure, c'est moi. Quoi. Il n'y avait pas de problème. Hein. Ça, c'était... Et malheureusement, bon, c'est plus comme ça aujourd'hui, mais ça a été. Ça a été comme ça. Je vais vous laisser parce que je pars en vacances demain. Il faut préparer les valises. À peine libérée, je m'en vais. Ah oui. Et donc voilà, on finalise. Tu pars où? Juste en Corse. C'était, pas mal. C'est bien, je ne connais pas beaucoup, donc voilà, c'est déjà un peu de dépaysement. Donc voilà, donc je finalise mes bagages. Donc, mais j'étais un grand plaisir de partager avec vous et les discussions, et voilà, c'était intéressant. On est parti. Mais c'est bien, c'est très enrichissant. Et on apprend de l'autre et voilà, super. Ouais. Merci et bonne soirée. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Et puis bonnes vacances. Régale-toi bien. Merci. Bon, en même temps, il est 10h15 aussi. Hein. Ouais. Bon, c'était chouette d'avoir partagé ce moment ensemble. Ok. Voilà. Bon, c'était un petit comité. Qu'est-ce que, au niveau de l'enregistrement, du coup, j'ai pas pensé à arrêter l'enregistrement. Qu'est-ce que je fais je le bascule comme ça, tout en. Oui, il n'y a pas eu de. Toute la discussion en replay, c'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, moi, ça me pose pas de problème. Ouais. Moi non plus. Ça marche. Bon, alors je mets quand même mon adresse, mon blog. Oui. En attendant que j'ouvre par, hop, c'est parti. Je pense que je l'ai servi tout le monde. Ça y est, c'est bon, on l'a, oui. Ouais, voilà. Super, on va aller jeter un coup d'œil. Mais ça ne t'exonère pas de nous faire la présentation la prochaine fois. Hein. Non. Parce que là, ça va être pêle-mêle. On ne va pas savoir. Il n'y a pas forcément les années. D'accord. Et je ferai, non, sans problème. Je préparerai quelque chose, c'est promis. Super, c'est gentil. Non, avec plaisir. Bon, écoutez, passez une bonne fin de soirée. Et pour certaines, on se retrouve demain et samedi. Et pour les autres, le mois prochain.
Samedi, oui. Voilà. Et puis, demain, je verrai. D'accord, ça marche. Très Et bien. bien, bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée. Ciao. Au revoir.